Le TGV marocain est sur les rails, du moins pour les essais, avant son lancement l'été prochain. 50 minutes pour relier Tanger à Kénitra, des pointes de 320 km/h. C'est le train le plus rapide du monde. Mais c'est aussi le plus cher. Son coût, près de 23 milliards de dirhams, car il a fallu construire des voies, mais aussi des ponts, des gares TGV, mobiliser une armée d'hommes et de femmes pour réaliser l'exploit. Mais au fond du fond, le TGV permettra-t-il le développement du territoire? Et puis surtout, combien allons-nous payer notre ticket grande vitesse? Eh bien, pour répondre à ces questions, nous nous sommes glissés dans les rouages et les coulisses du TGV marocain. Ce jour-là, pas question d'être en retard. Les trains partent à l'heure, dit-on, et celui-ci spécialement ne saurait déroger à la règle. Le fameux train à grande vitesse qui entrera en service à l'été. Pour l'heure, on en est aux essais. On va commencer maintenant? Oui. Oui, il faut qu'on vous donne un gilet, un casque. Une équipe de télé dans le train à grande vitesse, une première au Maroc. À bord de la rame flambant neuf, le banc et l'arrière-banc de l'ONCF, à commencer par son directeur général, Mohamed Khaleh. Voilà. Oui, très bien. On a fait venir tôt le matin. Parfait, on a la chance de pouvoir assister aux essais, donc... Très bien. Pendant que les officiels officient, les opérationnels peaufinent leurs réglages. L'essai va se dérouler sur le tronçon Larache-Kénitra et toutes les données vont être analysées. Depuis les roues et jusqu'au toit, ce train est bourré de capteurs électroniques, un véritable concentré de technologie. Ici, on est sur la partie expertise voie, donc qui reçoit des informations depuis certains nombres de capteurs qui se situent en voiture, sur les bogies de la rame d'essai. Donc on a les schémas ici d'emplacement des capteurs, des capteurs accélérométriques. Des essais menés conjointement avec la SNCF qui exploite le TGV en France. Là, les chaînes d'acquisition remontent les informations sur ces ordinateurs-là, qui sont traités via des graphiques, qui nous donnent des graphiques, et ces graphiques sont analysés en temps réel par un expert de géométrie de voie qui compare les enregistrements qu'on a pu faire en basse vitesse par rapport aux enregistrements qu'on fait en vitesse. D'accord. Cette rame d'essai est un véritable laboratoire. Ici, on teste la grande vitesse en conditions réelles. Les sacs orange lestés de plomb simulent le poids des passagers. L'espace restaurant, lui, est mobilisé pour la dernière réunion avant l'essai. La routine, du moins en principe. Alors, le briefing, c'est une opération très importante dans le système d'essai. Et donc... Mardi 3 octobre 2017, avis journalier d'essai, donc 276 X40 version 1. Nous avions une ouverture du domaine à 8h et une fermeture à 19h30. Le domaine a été ouvert à 7h42. À 8h15, le PCD a fait un avis. Un incident de signalisation vient de se produire à 50 km d'ici. Il était en hors service. C'est suite à un problème d'alimentation dans le poste, ce qui a aussi engendré donc la perte de la connexion GSM-R sur la zone du PCBE. C'est un processus tout à fait normal parce que le rôle des essais, c'est effectivement de détecter ces petites anomalies. On a eu un petit pépin de la signalisation, c'était plus lié à un problème de transmission de données, tout simplement, et c'est normal entre le sol et le bord. Donc, effectivement, ça n'a pas fonctionné. Chaque jour, il y a des petites choses comme ça et ça permet de déverrouiller un peu le système. Problème résolu. Enfin, le train s'ébranle. C'est parti. On a quitté la voie d'évitement et là maintenant on est sur la voie principale sur laquelle on est. Voilà. Donc là, on est sur la voie TGV. Voilà, nous sommes sur la voie TGV. Le train va prendre un peu sa vitesse. 1,8 sur un appareil, donc rien d'extraordinaire non plus. Nous circulons à 130 km/h. Bien reçu, 130 km/h. Là, on est à 130 km/h. À 130 km/h. La vitesse est volontairement limitée. Les essais se font par paliers, plus 20 km/h à chaque fois. Ah, 160, c'est assez rapide. C'est le 320 qui est plus long. Puis, bien évidemment, ça dépend de la configuration de la voie quand on est en... 160 km/h atteint. Bien reçu, Franck. Nous sommes à 160. Donc là, on est à 160. Voilà, donc on est à la vitesse de l'essai. Toute la marche, on restera à cette vitesse. Et on vérifie techniquement, effectivement, que tout est OK. Techniquement, ça roule. Mais je n'oublie pas qu'aux avant-postes, un humain commande la machine. Interdiction de filmer la cabine pendant qu'on roule. Je ne pourrais poser qu'une brève question au conducteur de la rame. Quand on est conducteur de train, de passer de 160 à 300,
Oui. Ça fait quoi? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que vous le sentez? C'est plus de concentration? C'est quoi? C'est plus grisant ou vous le sentez pas du tout? Non, on peut passer du simple au double concernant la vitesse de 160 à 320, ça fait un changement. Ça fait un changement parce que là, sur les trains classiques, on est deux sur la cabine de conduite, il y a le conducteur et le chef d'essai, le chef de train. Ici, il n'y a que le conducteur, mais c'est la technologie qui l'aide un peu plus pour conduire. Il faut être plus concentré, il faut être plus pointueux, il faut être vraiment très concentré sur la conduite. Conduire le train le plus rapide du monde pour de vrai, un rêve de cheminot. Mais pour y arriver, que de temps passé en pilotage virtuel. 4 mois de formation obligatoire, et c'est à l'Institut de formation ferroviaire, ici, à Rabat, que cela se passe. Ahmed Mataoui travaille sur simulateur. Conducteur de train classique, il doit tout réapprendre. On a un signal qui indique une indication d'avertissement qui consiste à réduire la vitesse pour être en mesure de s'arrêter avant un signal d'arrêt. Je franchis cette gare sans arrêt et je constate la présence des voyageurs. Je dois siffler. Conduire un train à grande vitesse, ça n'a plus rien à voir. Par exemple, fini la signalisation classique sur les 210 km qui relient Tanger à Kénitra. L'électronique remplace l'observation visuelle, impossible à exercer à cette vitesse. On roule à 320, c'est difficile d'observer les signaux. Donc je dois immobiliser le train. Pourquoi? Parce que je vais entrer en communication avec la gare. Voilà la procédure d'immobilisation de mon train. Puis le signal ne s'ouvre pas. Je dois contacter la gare au moyen de la radio. Au bout du fil, non pas le chef de gare, mais le formateur. Oui, conducteur de train de 3. À droite. Conducteur, on vous demande de s'arrêter au PK 185, à droite. Le grand Manitou, ici, c'est lui. Mustafa Aleski a pour mission de former 54 conducteurs. Lourde responsabilité, car il lui faut gérer à la fois de l'humain et de la haute technologie. Manipulateur de frein, manipulateur de traction, le train virtuel, l'indication de vitesse, le système d'exploitation OTCS. Et en même, si vous voyez, le stagiaire, elle est même filmé. Mais un bon conducteur de LGV, c'est quoi en fait? Quels sont les critères qu'il doit remplir? Il doit avoir au minimum 5 ans de conduite des trains conventionnels, c'est-à-dire à 160. Il ne doit pas avoir de faute ou bien d'erreur liée à la sécurité. Et il doit répondre aux prérequis arrêtés qui sont évalués sur simulateur. Avec la grande vitesse, tout change. La conduite, les rails, les locomotives, les wagons. Dans ce centre de maintenance à Tanger, 12 rames à très grande vitesse attendent sagement l'été pour entrer en service. 60 techniciens les bichonnent et les entretiennent, car pour l'heure, on les fait quand même rouler sur des lignes classiques. Forcément, ça donne du travail au directeur de la maintenance et à son équipe. Salam alaikum Yassine. Ça va? Ça va, ça va. J'ai constaté ici, voilà, une chasse-pierre qui a eu un choc à cause de la circulation. Et maintenant, je suis en train de faire, je remplacer la chasse-pierre. Ouais. C'est un choc qui a eu lieu pendant le roulage de la rame en essai, c'est ça? Pendant la période d'essai. D'accord. Voilà. Donc là, on a une pièce qu'il faut remplacer. Qui va changer, oui. J'ai mis le neuf ici, j'ai démonté la chasse-pierre, maintenant je remplace. D'accord, c'est cette pièce-là. Hein, cette rame, comme les 11 autres, est arrivée en kit depuis la France, puis a été assemblée ici avec le plus grand soin. Ça aurait été dommage de l'abîmer vu son prix. Une rame comme ça, alors au-delà du prix global, mais on peut dire que l'ordre de grandeur d'une rame à grande vitesse de niveau, c'est de l'ordre de 30 millions d'euros. Voilà. Donc c'est des rames qui sont coûteuses. Alors pour vous donner un ordre de grandeur, entre une rame pour circuler sur voie classique, ça peut varier de 6 à 15 millions d'euros selon ce qu'on achète et ce qu'on met dedans. Ces techniciens ont tous suivi une formation en France, car c'est la SNCF, l'homologue français de l'ONCF, qui a décroché la maintenance sur 15 ans. Donc là, tu peux nous montrer un peu qu'est-ce que tu examines toi sur la partie archer, panneau? Oui, exactement. Ici, on regarde tout ce qui est fixation du À la clé, un contrat de 1 milliard de dirhams et une bien jolie publicité.
Mais la SNCF, elle y gagne quoi en fait? De l'image, beaucoup d'images, c'est-à-dire la capacité à exporter un savoir-faire, donc qui peut ouvrir un certain nombre de marchés, parce que pour aller en compétition sur des marchés internationaux, il faut montrer qu'on est capable d'exporter un savoir-faire, ce n'est pas le tout de l'avoir, mais également, bien sûr, il y a un côté business où SNCF est aussi le principal prestataire de cette structure, notamment en termes de réparation de pièces. D'ailleurs, ce centre de maintenance est une société commune entre l'ONCF et la SNCF. On résume donc une maintenance française, un matériel français. Alors, pour savoir à quel point la France est investie dans le train à grande vitesse au Maroc, je vais poser la question directement à son ambassade à Rabat. Concrètement, combien l'État français débourse pour le TGV marocain? Nous avons mis en place différents types d'outils, des prêts concessionnels du Trésor à hauteur de 625 millions d'euros initialement, un don aussi pour financer des études à hauteur de 75 millions d'euros, et l'AFD, qui est notre agence française de développement, est aussi intervenue initialement à 220 millions d'euros. Donc la France a apporté 50% du financement initial du projet. L'État français a l'habitude, avec ses grands partenaires, de faire un certain nombre de prêts qui sont des prêts concessionnels qui permettent à la fois d'apporter un financement, mais aussi de l'expertise des entreprises françaises. Quand vous dites expertise, est-ce que ce prêt est conditionné au choix d'entreprises françaises? Oui, tout à fait. Le prêt concessionnel du Trésor est un prêt qui est lié à la possibilité de contracter avec des entreprises travaillant en France. Ce qui compte, c'est qu'elle travaille en France. Par contre, le prêt de l'AFD est un prêt délié qui donne lieu à un appel d'offres international et l'AFD, l'Agence française de développement, ouvre les enveloppes et prend, selon les critères qui ont été établis, la meilleure offre. Donc nous avons un mix entre des prêts qui étaient liés à l'usage de technologies françaises et d'entreprises françaises, mais aussi des prêts déliés qui étaient les prêts de l'Agence française de développement. Donc des prêts qui reviennent aux entreprises françaises en grande partie? En partie, oui. La ligne à grande vitesse, c'est d'abord cet immense chantier ferroviaire, le plus important du continent. Les 210 km de ligne traversent 20 communes, mobilisent 1800 hectares de terrain. Ce volet du foncier, ultra stratégique, a été confié à Sana Reisouni, l'une des têtes de l'ONCF. Une immense responsabilité, mais cet ingénieur de formation préfère minimiser son rôle. La part du foncier, c'est 1 milliard sur 22,9 milliards du projet. Donc c'est circonscrit, c'est limité. D'ailleurs, dans ce budget, j'ai les actions sociales, j'ai des prestations autres, etc. Mais en termes d'indemnisation pure, voilà, aujourd'hui, on a déjà indemnisé plus de 500 millions de dirhams sur les terrains. 1 milliard de dirhams pour indemniser les occupants des terrains expropriés par l'ONCF. C'est le prix du respect du tracé. Mais tous n'y ont pas droit. Ce matin-là, dans le village de Draa, certains se sentent oubliés. المشروع داز فينا الارض الثرويه عطينا رزقنا عطينا الفلوس ما معوضونش ما عوضوناش ما يعوضوكش ما تعوضيش حتى ولا انت كون عوضونا ما تعوضش وعلاش ما عوضوناش ما تاش اصلي من اصل منين ما تاش ولد جماعه ما تاش وتا سلالي تا سلالي تا من الساكنه داروا فيك خير عطاوك سكنه وسكتوا عليك لا تريف فلح وسكت. Le président de la coopérative agricole, l'homme en blanc, joue le rôle de médiateur. اي حاجه جات الا كيعلمونا كنقعدوا كنديروا اجتماع كنوضوا بخلاصه وكاين الحمد لله التيسير والثمن اللي علمونا به 40 مليون الهكتار. Ici, l'ONCF rachète 16 hectares. Ces villageois veulent savoir qui sera payé et quand, car les versements se font en plusieurs fois. خصنا نرفعوا الحراج على هاد الناس. الطريق خصها تصوب له حتى الضيعه ديالو باش يخرج المحصول ديالو بسهوله. كاين شي حدا سعيد اللي هو كاينه بالنسبه للطريق دابا هنا الطريق هذه ديال راه ما كايناش طريق ما خلاوهمش طريق مره كيقولوا لهم عندي اين بلاصه اين بلاصه هنا هاد الدوار هاد الدوار هاد الطريق اللي غادي الطريق اللي غادي عتسد هذه عتسد عتسد الا كانت عتسد راه يتخنقوا هاد الناس هذه باش يقطعوا الضيعه ديالها هذه ما خلاوهم لا طريق لا كاين. Un vrai problème, l'accès aux champs. L'an dernier, 22 personnes sont mortes pour avoir traversé des voies de chemin de fer sans précaution. Alors, l'ONCF a entièrement clôturé la ligne LGV. Sécurité avant tout, c'est le credo de Sana Reisouni. لاباس عليكم؟
La voici à quelques kilomètres de Draa, dans un autre village, à la rencontre des habitants, car non seulement ça n'a fait construire des passages sécurisés, mais elle anime aussi des actions de prévention pour populariser les bonnes pratiques. On est à Hajar Nahal. Voilà. C'est une commune. Salam alaikum. L'école de Hajar Nahal, on est à une vingtaine de kilomètres de Tanger. شحال في نظركم الجهد؟ شحال غادي يكون بحال دابا دزنا من 4.5 ل 12. 12 الفولت بالنسبه شحال؟ 24 لا لا اكثر اكثر 140 اكثر 200 اكثر 300 25,000 ديال الفولت هي اللي دايزه في الكاتينه اللي كتغذي القطار. Nous vivons sur les lignes conventionnelles des accidents, parfois pas de personnes, mais de bêtes ou de bétail qui traversent. Et justement là, à travers toutes ces séances d'information, on essaie de dire à la population, et les autorités et les élus nous aident beaucoup dans ce travail, que la vitesse à laquelle avance le train ne laisse aucune chance à la personne ou à l'animal qui est sur la voie. Et du coup, il faut absolument, de manière stricte, ne pas dépasser le grillage ou les clôtures de la ligne ferroviaire. En tout cas, Sana a raison, le foncier ne coûte pas grand-chose à côté des ouvrages d'art. Sur le tracé grande vitesse, pas moins de 12 viaducs. Le plus impressionnant, le voici, le viaduc de l'Hachef, à 60 km de Tanger. 2 voies suspendues sur 3 km et demi, le viaduc ferroviaire le plus long du monde. Plus d'1 milliard de dirhams à lui tout seul. C'est qu'il a fallu planter des pieux à 60 mètres de profondeur à cause des tremblements de terre. La zone du nord du Maroc, elle est connue par l'activité sismique. C'est une zone de niveau 2 en termes de sismicité, d'où il faudrait penser à des équipements et des dispositifs pour résister face. Donc pour ça, lors de la conception et des études de réalisation, on a prévoyé des équipements parasismiques, à savoir des appareils d'appui, des amortisseurs qui sont de taille gigantesque, donc pour résister aux effets, aux chocs lors d'un séisme, d'un tremblement de terre. Ce technicien qui nous salue du haut de sa loco doit se sentir bien seul. Pendant 30 mois, il a été l'un des 1000 ouvriers qui se sont affairés chaque jour sur cet ouvrage titanesque. Nous avons utilisé des quantités énormes en termes d'acier, en termes de béton armé. Donc juste pour le béton armé, on est arrivé à 100 000 mètres cubes de béton armé. Le béton, matériau indispensable pour couler ces traverses. C'est sur ces blocs que reposent les rails. Autant dire que leur fabrication ne souffre aucune approximation. C'est dans cette usine de Kenitra qu'ont été fabriquées les 700 000 traverses qui jalonnent la ligne à grande vitesse. À la manœuvre, pas moins de 30 ouvriers, 24 heures sur 24. Donc l'opération de fabrication des traverses commence par ici. Donc là, les moules ils sont préparés. On fait un produit pour un produit de nettoyage ici. On met les gaines qu'on va utiliser. Si c'est des gaines, on va mettre les typhons de serrage. Et puis il y a les tiges de précontraint. Plus de 2 ans pour fabriquer les traverses grande vitesse. Mais alors, pourquoi les produire ici, alors qu'il aurait été plus rapide de les importer? Pas si facile de répondre. Le produit est très lourd. Donc après, il y aurait un coût de transport très cher de les faire produire dans un autre pays, exporter. Le fait de les faire venir, il y aurait plus cher de transport que de produit en lui-même. Donc le but du jeu, c'est de le faire au plus près du chantier. À 300 kg la traverse, mieux vaut éviter les allers-retours. Mais les vraies économies sont ailleurs. Une traverse coûte 700 dirhams. C'est 700 dirhams le prix d'une traverse. Et par rapport à une traverse française, on va dire que... Je pense que les traverses ici sont moins chères parce que
Déjà, le prix de la main, il n'y a que la gaine, la tâche et la tige qui sont importés. Tout le reste, les agrégats pour le béton, le ciment, c'est ici du Maroc, donc les prix les moins chers qu'en France. Et en plus, nous avons une main d'œuvre ici qui est qualifiée, qui est moins chère qu'au Maroc. Donc la traverse coûte moins cher que la traverse en France. Je pense qu'en France, la traverse, je pense, si je ne vais pas dire une erreur, c'est 90 €. Le foncier, les ponts, les rails, sans oublier bien sûr les gares. 4 nouvelles gares grande vitesse à Tanger, Casablanca, Kénitra et Rabat. On est dans les délais, normalement la réception de la première livraison. Rabat Agdel, la plus imposante, est en ce moment même en train de sortir de terre. Je vais mettre le montage de la charpente juste après. Donc c'est bon. Le casque vissé sur la tête, c'est cette femme, Wissem Alaoui, la chef du chantier. Une grosse pression sur les épaules. Bien sûr, comme la couverture, comme ça la question du porte-à-faux, il n'y aura pas d'intersection. Quand est-ce qu'on va commencer la pause? C'est en cours. C'est en cours. Les presse, Ils ont commencé de l'autre côté. Les presse, les côté, non. On est rentré la première phase. Très bien, parfait. Donc on est dans les délais. Pendant les travaux, la gare actuelle fonctionne, soudain toute petite dans ses 6 hectares de chantier, de ce qui deviendra bientôt la plus grande gare d'Afrique. Une gare plus inspirée par l'aérien que par le ferroviaire. À l'esprit des aéroports, donc on a des salles d'embarquement pour accéder au quai et la partie sortie qui se fait ailleurs, donc pour un petit peu séparer les deux flux. Son collègue confirme ici, on a vu les choses en grand. La gare est dimensionnée, est dimensionnée pour accueillir 30 millions de voyageurs. Le trafic actuel, il est de 7 millions. En 2018, il va augmenter un peu avec l'arrivée de la grande vitesse et ça va continuer à augmenter pour arriver à terme à ces 30 millions de voyageurs. Quand on voit ce chantier, on a du mal à imaginer que la gare sera opérationnelle cet été. En tout cas, la chef de chantier s'en donne les moyens. On estime avoir 500 postes de travail, hormis la partie chantier. Oui, c'est la mise en service de la gare. Et est-ce qu'on sait estimer le coût pour cette gare dans le budget général en fait, de la LGV? Le coût pour cette gare il est de l'ordre de 600 millions dirhams, uniquement pour cette gare. C'est beaucoup par rapport à une gare Oui, c'est évidemment. Donc, par rapport à une gare conventionnelle, on est à 10 fois à peu près. Une fois à peu près par rapport à une gare moyenne. Ce chantier de la grande vitesse, démesuré, disent certains, a suscité à son annonce il y a 6 ans de fortes résistances. Alors, pourquoi aller contre le progrès technologique? Pour en savoir plus, je vais à la rencontre de ce parlementaire, un opposant historique au TGV marocain. Alors, il y a eu une forte mobilisation à l'annonce de construction du TGV, dont vous avez été un membre actif avec votre collectif Stop TGV. Donc, vous, c'est principalement le coût d'opportunité du TGV que vous mettez en doute. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce que vous entendez par là? Oui, de façon très très simple, parce qu'il faut être simple dans ces choses-là. 10 mètres de TGV, c'est une école dans le monde rural. C'est le coût d'une école dans le monde rural. Donc dans un pays comme le Maroc, où on est un pays pauvre, on n'est pas un pays développé, on a des besoins énormes dans plein de domaines, notamment dans l'éducation, parce que ça me tient à cœur. Dépenser 25 milliards de dirhams, l'équivalent de 25 000 écoles dans le monde rural, quand on sait qu'on a des besoins en termes de scolarisation, je trouve que c'est de la gabegie. Donc ça, c'est le premier aspect, coût global, en tant que pays qui a besoin de faire des choix. Le ferroviaire ou l'industrie ou l'école. Moi, je considère qu'il y a des priorités et l'école doit être une priorité. Donc pour vous, c'est un luxe? Oui, c'est un luxe dans un pays où le train n'arrive pas dans la majorité des parties du royaume. Quand vous avez encore, pour faire Ouarzazate-Marrakech, il vous faut plus de 3 heures, alors que si on faisait le tunnel sous le Tishka, c'est 2 fois moins que le coût d'un TGV et faire passer le train, par exemple, pour arriver à Ouarzazate. Moi, je ne suis pas d'accord avec investir massivement dans le TGV, alors que le ferroviaire pourrait jouer un rôle de désenclavement. Moi, je rêve d'un train qui arrive à Rachidia, qui traverse le Moyen Atlas. Alors, je rêve en tant qu'Arbati, pour des raisons touristiques, mais vous imaginez ce que ça peut avoir comme impact économique, social pour les gens qui habitent Rachidia. Je dis Rachidia, mais je pourrais dire Zagora, je pourrais dire le Husseima. Elle en est où, la mobilisation contre le TGV du collectif? Sur celui-là, non. Parce qu'il est lancé, donc on a arrêté cette mobilisation pour l'arrêter. Mais elle a permis, je pense, d'éduquer politiquement pas mal de gens.
qui ont écouté nos débats. On a fait des débats à travers tout le Maroc. Moi, ce qui me fait très peur, c'est qu'on ait beaucoup de décideurs politiques dans notre pays qui disent oui, c'est excellent, on va continuer, faisons le même circuit, le même train jusqu'à Marrakech. Il y a d'autres solutions. Prenez le nombre de pays qui ont des lignes à grande vitesse est très limité dans le monde. Alors, la grande vitesse profitera-t-elle au plus grand nombre? Oui, si elle ne coûte pas trop cher aux voyageurs. L'ONCF n'a pas encore dévoilé les tarifs du billet grande vitesse. Alors on profite de notre présence à Rabat pour nous inviter au siège, où l'on débarque en pleine réunion commerciale à propos des futurs horaires du Tanger-Casa à grande vitesse. Je sais que ce qui est sollicité, les créneaux qui sont sollicités, c'est à partir de 17h. Mais on n'a pas. C'est mieux que de supprimer un train. On peut le mettre en début d'après-midi. Plus tard pour le dimanche soir aussi, l'été, les gens ils vont peut-être traîner un peu plus sur le Oui, on peut le mettre à 20h, 21h. Le dernier train, c'est 21h. 14h, par personne, vers 16h. Ça ne résout pas le problème. Oui, on le sait, mais on n'a pas le choix. Si on n'a pas le choix, autant. C'est peut-être plus facile de les déplacer le soir. Oui. 17h, l'été, tu sauras allonger leur. Yves, 20h, 21h, ça résout le problème. On est déjà en humain. Non. Donc on n'a pas le choix, c'est début d'après-midi. Les horaires, un vrai casse-tête. À terme, un départ toutes les 2 heures. Mais il faut transporter le maximum de passagers à chaque voyage. Un train à grande vitesse, ce sont 2 rames collées l'une à l'autre, en tout plus de 1000 places, avec un impératif pour l'office, rentabiliser. On vise un taux de remplissage moyen entre 75% et 85%. Ça, d'une manière moyenne, mais bien sûr il y a des périodes comme le dimanche soir, le vendredi, les départs donc en week-end, puis les périodes ne se ressemblent pas, les mois ne se ressemblent pas, les semaines ne se ressemblent pas. Tout ça ne nous dit toujours pas à quel prix nous pourrons voyager à plus de 300 km/h. Information jalousement gardée. On a une palette de prix qui varie. Des prix d'appel qui sont pratiquement proches des prix actuels des autocars, en passant par les prix actuels du train pour atteindre des prix un peu plus élevés qui sont justifiés par la flexibilité, par le fait d'acheter à la dernière minute. Nous disposons d'un certain nombre d'éléments que nous avons mesurés plusieurs fois et à partir desquels nous avons bâti l'offre. Voilà, alors c'est quoi le prix? Mais ça vous ne le saurez pas, c'est c'est la surprise. Le moment venu. C'est la surprise. Ça risque effectivement d'être une surprise. Mais agréable. Agréable pour un certain. En moyenne, ça ne va pas dépasser 30% de plus par rapport au tarif actuel. Autrement dit, pas loin de 200 dirhams pour le tarif le plus cher. Pour tirer au clair cette affaire de tarifs, je profite du jour d'essai pour passer en revue avec le directeur général de l'ONCF toutes les questions sur la grande vitesse marocaine. L'interview se déroule dans le futur espace restaurant du train. Dans le reportage, un membre de vos équipes nous disait que la hausse maximale ne devrait pas dépasser 30%. C'est-à-dire, est-ce que ça, on peut l'affirmer aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'inflation comme en France? Là, ce qu'on peut dire, c'est que lorsqu'on fait pour notre business plan, nos projections, nous tablons sur un prix moyen qui est 30% plus que le prix pratiqué aujourd'hui. Là, c'est en moyen. Maintenant, par rapport à cette moyen, il y a un écart type, il y a des gens qui vont peut-être, pour certains contingents, payer 10% moins cher que ce qui est aujourd'hui. Mais le revenu moyen par ticket, peut-être sur nos business plans, on est en train d'affiner avec ces études assez affinées, mais sur les business plans on travaille normalement pour dégager qu'est-ce qu'on aura comme marge opérationnelle, comme résultat d'exploitation du projet, on travaillait avec un revenu moyen qui est de 30% plus que ce qui est pratiqué aujourd'hui. D'accord. Alors, revenons sur le projet. Le TGV marocain, c'est un chantier titanesque, on l'a vu. C'est aussi un coût faramineux. Et on peut se poser la question de est-ce que c'était bien raisonnable? Est-ce que c'est une affaire un peu de prestige, le TGV, pour affirmer la modernité du pays, ou bien c'est un sens de développement territorial réel? On a une ancienne ligne qui est en voie unique, qui est sinueuse, où la vitesse commerciale ne dépasse pas 70 km à l'heure entre
Tanger-Kinitra. Et donc, du coup, aujourd'hui, il sature avec un départ chaque 2 heures. On n'arrive pas à passer les trains fret. Et donc, du coup, tout de suite, la question qu'il faut se poser, faut-il avoir une liaison ferroviaire entre ces deux pôles économiques performantes ou pas? On a l'autoroute, on a un aéroport à Tanger. Non, mais là, on est en train de parler de la mobilité. Et la question qu'il faut se poser, si on suit la logique, faut-il aller améliorer l'existant, cette ligne sinueuse, pour rectifier le tracé et le doubler? Donc ça prendra des dizaines d'années. Et on a eu l'expérience par ailleurs. Si on voulait normalement l'upgrader, ça coûtera peut-être 70%, 80% du coût normalement du neuf, et ça prendra énormément du temps parce qu'il fallait faire les travaux tout en maintenant l'exploitation en marche. Donc il faut faire bien sûr. Si on avait rénové, on devait rénover cette ligne, si on l'avait rénovée, on ne serait pas loin du même coût que le TGV. Ah oui, bien sûr, parce que normalement il faut rectifier le tracé pour avoir l'alignement pour faire au moins 160 km à l'heure. Oui, parce que c'est une rue, voilà, c'est les sinueuses. Voilà. Et donc, par ailleurs, disons que si on fait une nouvelle infrastructure, c'est à ce moment le choix. Faut-il faire une ligne conventionnelle à 160 km à l'heure ou faire le pas d'aller vers la grande vitesse et démarrer un tronçon dans ce schéma directeur? C'est là où je vous dis que le coût entre une ligne conventionnelle à 160 et une ligne grande vitesse, il ne dépasse pas 15%. C'est-à-dire, aujourd'hui, il coûte 22,9 milliards de dirhams le TGV. Si on avait fait ça aurait la mise à coûté niveau, entre 15 et 20 milliards de dirhams si on voulait faire normalement une nouvelle. Si on avait simplement mis à niveau. Ce TGV, il aurait vu le jour s'il n'y avait pas eu la visite du président français il y a 10 ans, s'il n'y avait pas eu cette entente politique forte. Est-ce que vous, en tant que directeur de l'ONCF, vous y serez allié sur le TGV? C'est-à-dire que en termes d'opportunités et des opportunités, on commençait normalement à faire des études depuis 2002-2003. Maintenant, un projet de cette taille. Il y avait des études en cours bien avant sûr, 2007. Bien sûr, on avait normalement et des schémas. Donc en 2005, on avait déjà un schéma directeur de la grande vitesse au niveau national. C'est-à-dire que déjà, on commençait à des études qui étaient avancées de schéma directeur. Voilà, tout ça normalement était préparé bien avant. Bien sûr, un projet de cette taille, il faut qu'il y ait une volonté politique. Il faut que la décision soit prise normalement au plus haut niveau de la hiérarchie du pays normalement, en cas particulier normalement par Sa Majesté le Roi. Mais tous les ingrédients de préparation du projet étaient déjà là. Et maintenant, ce qui est en train de se faire et le projet, il se fait dans une logique de croisement d'intérêts des deux pays. Et donc, lorsqu'on voit le projet, que ce soit comment il a été géré, comment il a été optimisé, comment il a été financé, tout ça, aujourd'hui, on arrive normalement à un stade où on a un projet qui a été financé avec un financement très intéressant, que ce soit en termes de maturité, que ce soit en termes de taux d'intérêt, qui a été bien optimisé en termes de coûts. Ce n'est pas un projet qu'on est venu donner 20 milliards de dirhams aux Français pour nous faire le projet. Oui, c'est le fait qu'il n'y ait pas eu une mise en concurrence du projet, ça empêche aussi peut-être de l'optimiser. Il faut dire les choses, appeler les choses, parce que parfois, normalement, il y a de la confusion, dire voilà, on a pris 20 milliards de dirhams, on l'a donné à Alstom, on lui dit voilà, venir nous faire le TGV. C'est faux. Ce que je peux vous dire, c'est que déjà, sur ce projet, 65% du coût, c'est le génie civil. Sur le génie civil, c'est-à-dire la construction, les chantiers, c'est les ouvrages, c'est les mouvements des terres, c'est toute la plateforme avant de venir avec le d'entreprises marocaines ont participé Là, il y a normalement à peu près 6 entreprises, les grosses entreprises marocaines, et autour normalement, ils ont sous-traité chez pas mal de petites et moyennes entreprises. Et là, je le précise, le génie civil, c'est 65% du coût du projet, de plus de 10 milliards de dirhams. Et ces 10 milliards de dirhams sont allés à 90% aux entreprises marocaines. Et ces entreprises marocaines qui ont permis normalement d'optimiser 50% de la somme de dépensée. plus de 50%, c'est normalement est parti vers les entreprises marocaines. Et c'est grâce aux coûts pratiqués par les entreprises marocaines qu'on a pu optimiser globalement le coût du projet. Par la suite, tout ce qui est équipement ferroviaire, on a fait jouer la concurrence et on a eu des prix qui sont de 20% moins que les prix pratiqués en Europe, que ça soit pour... On a fait jouer la concurrence sur les équipements ferroviaires, les rails. Les rails normalement qu'on a posés, c'est des rails produits en Espagne. Les équipements ferroviaires, la caténaire et la pose de voie,
On a fait jouer la concurrence et donc normalement on a eu un coût qui est 20% moins cher que ce qui est pratiqué, en Europe. Il y a une mise en concurrence sauf pour les wagons, sauf pour la rame. Sauf pour les trains. Et là, normalement, il y a eu, ça présente moins de 20% du coût du projet. Et ça, on avait comme référence le prix de la SNCF et on a une rame à un prix et un coût qui est inférieur au coût qui est pratiqué par Alstom pour la SNCF. C'est-à-dire Alstom vous a vendu moins cher, la rame que le vend à la SNCF. D'accord, parce que le marché était plus grand, non? C'est-à-dire parce qu'on a su, parce que là encore sur gré à gré, pour nous c'est normalement de négocier. Et normalement on a pu la négociation a duré un certain temps. Vous avez mieux négocié que la SNCF? Oui, on a mieux négocié, on a eu un prix normalement, preuve à l'appui, avec référence normalement au prix pratiqué à la SNCF, qui est mieux optimisé que le prix de la SNCF. Eh bien, merci de nous avoir ouvert les portes. Et puis surtout de nous avoir reçus ici dans la première. On est quoi ici? On est dans la première rame voilà, c'est une rame qui décède, comme vous pouvez le constater normalement, il est bourré d'instruments de mesure. On l'a vu dans le reportage. Il y a un laboratoire. Et donc du coup, là, c'est le wagon-restaurant. Donc c'est le wagon normalement qui sert pour maintenant pour le débriefing de l'équipe des essais et qui est protégé et qui effectivement normalement servira par la suite comme wagon-restaurant. Eh bien wagon-restaurant, ça me permet de faire la transition. Donc restez avec moi pour le deuxième reportage, que je suppose que vous allez servir des plateaux repas peut-être à bord de. Là aussi normalement c'est en train d'être finalisé, d'être étudié et finalisé. Alors...